Il y a 15 ans, des donjons ont commencé à apparaître sur toute la planète. Avec eux sont apparus les éveillés, des gens qui ont acquis du jour au lendemain des capacités extraordinaires. YYA Shirazaki fait partie de ce groupe, mais contrairement aux autres, il s'est éveillé sans aucun talent. C'est comme être le seul du groupe qui ne sait pas utiliser le micro-ondes. Après une bataille où il a été le dernier debout, le garçon a été mystérieusement renvoyé 10 ans dans le passé, mais maintenant, s'il était malin, il serait revenu juste pour acheter des actions Netflix et Apple avec une capacité spéciale qui lui donne des informations sur tous les donjons et tous les ennemis, comme Google Maps dans une version Dark Souls. Déterminé à guérir sa sœur et à empêcher que la grande catastrophe ne se reproduise, il devra repousser ses limites et devenir l'éveillé le plus fort de tous. Le problème est qu'il existe de nombreux êtres prêts à empêcher que cela ne se produise. L'histoire commence à Tokyo en l'an 2034. Au milieu du chaos, nous voyons un garçon blessé se lamenter sur le fait que sa vie est sur le point de se terminer comme s'il avait perdu non seulement la bataille, mais aussi le Wi-Fi. Marchant sur l'un des cadavres au sol, un grand dragon aux yeux rouges le fixe. Alors que le protagoniste réfléchit à la façon dont il n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'il voulait, en gros la version médiévale de penser aux factures à 3 heures du matin, nous découvrons qu'il y a 15 ans, des donjons ont commencé à apparaître partout dans le monde avec des éveillés. Des gens qui ont acquis des pouvoirs incroyables et ont commencé à attaquer les donjons. Il y a 10 ans, notre garçon a rejoint ce groupe de héros. Mais manquant de talent, il passait ses journées à se faire traiter d'inutile par tout le monde autour de lui, le genre de surnom qui n'a même pas besoin d'un badge. Cependant, ayant besoin d'argent pour payer les factures médicales de sa sœur, il a décidé de rester au travail, et il a augmenté ses connaissances sur les donjons afin de pouvoir être un peu plus efficace. Le problème est que même ainsi, il ne pouvait pas être sur un pied d'égalité avec ceux qui avaient des capacités, et maintenant il est sur le point de quitter ce monde pour un meilleur. Caché ailleurs, une petite fille suit les nouvelles de la grande catastrophe qui a exterminé 70% de l'humanité parce que, apparemment, les nouvelles n'avaient rien de plus léger à montrer. Observant les corps éparpillés partout, le protagoniste réalise qu'il est le seul encore en vie. Mais en pensant à abandonner, il se souvient que sa sœur lui a demandé de protéger tout le monde même si elle n'est plus en vie avant que son cœur cesse de battre et que le garçon éclate en sanglots devant un dragon, toujours embarrassant. Au milieu de la bataille, notre garçon serre fermement son arme et promet qu'il portera au moins un coup final. Déterminé à l'arrêter, le grand dragon ouvre sa gueule et déchaîne une quantité absurde de flammes vers le jeune homme qui, avant d'être consumé, tente de lancer sa dague. Soudain, il se retrouve à tomber dans un endroit complètement blanc et se demande s'il est mort ou si quelqu'un a oublié de payer la facture d'électricité. Un message apparaît confirmant l'hypothèse et avertit que la régression commence. Le protagoniste ne comprend pas ce que cela signifie. Mais pour être honnête, personne ne comprend jamais quand une fenêtre pop-up mystérieuse apparaît au milieu de la vie. N'ayant rien à faire, il continue de dégringoler jusqu'à ce qu'il disparaisse. Soudain, il ouvre les yeux quand quelqu'un l'appelle. Nous découvrons que le jeune homme est en l'an 2024 dans un donjon de classe E. Devant lui, une fille demande ce qui s'est passé pour qu'il perde sa concentration de nulle part. Déclarant ensuite qu'ils sont du même groupe, elle se présente comme Arisa Miyanaga et n'a pas non plus de capacité, ce qui est une excellente façon de commencer une amitié. Pensant, Shirazaki dit que ce nom lui semble familier. Regardant son corps, il réalise que ses blessures ont guéri même s'il n'a aucun attribut qui fasse cela. Et pour aggraver les choses, son niveau actuel est de 9. De plus, toutes ses statistiques sont les mêmes que lorsqu'il est devenu éveillé. Désespéré, le protagoniste demande en quelle année on est, et la fille répond par une autre question. Pourquoi agit-il de cette façon? Rapidement, il réalise qu'il est revenu 10 ans en arrière et se demande pourquoi diable cela s'est produit. Et qu'est-ce que c'est que cette voix qui disait que le dernier candidat admissible était mort? Parmi tous les changements, notre garçon remarque que sa liste de compétences semble mal fonctionner, perdu dans ses pensées. Il ne remarque même pas une créature approcher jusqu'à ce qu'Orisa crie, lui disant de se retourner. Saisissant sa dague, YYA réalise qu'il fait face à une meute de petits loups de classe E. Sachant qu'il doit être au moins au niveau 12 pour vaincre les créatures, il conclut qu'il n'a aucune chance de gagner. Mais il décide néanmoins de tester sa théorie parce que, clairement, c'est le bon moment pour des expériences. Criant, la jeune rousse dit que c'est dangereux et qu'il devrait courir, mais le protagoniste décide de l'ignorer et de passer à l'attaque. D'un seul coup, il fend un loup en deux, quelque chose qui honnêtement ne devrait même pas être possible dans le tutoriel. Miyanaga est complètement choqué, comme quelqu'un qui regarde quelqu'un terminer un jeu sans jamais faire le mode d'entraînement. Voyant qu'il a gagné un niveau, notre garçon dit qu'il avait raison et se tourne vers les autres monstres. Souriant, il affirme que les ennemis ont enfin réalisé où ils se sont fourrés. Le reste de la meute décide de charger, mais ils finissent par heurter le sol lorsque le gars saute en arrière, un mouvement qui aurait dû venir avec une musique de fond épique. Pensant, le protagoniste remarque que lorsqu'ils sont ensemble, une créature se positionne toujours dans un angle mort pour attaquer, il a donc juste besoin de connaître son emplacement. Portant un autre coup, Shirazaki anéantit le loup qui l'aurait attaqué par derrière.
Alors que la fille continue de ne pas croire que cela est possible, concluant que son expérience et ses connaissances n'ont pas disparu, notre garçon dit qu'il peut se battre contre des adversaires encore plus forts, même en étant à un niveau inférieur. Et à part ça, monter en grade sera beaucoup plus rapide que la première fois. Nous voyons qu'il ne reste qu'un loup, mais pas pour longtemps car le proto l'envoie rapidement vers un endroit meilleur. Un message apparaît notifiant que la compétence de renforcement physique a dépassé 100% de maîtrise. Déterminé, notre garçon promet que cette fois, il atteindra le sommet des éveillés. S'approchant, la rousse demande comment son ami est devenu si fort tout d'un coup. Mentant, YY a dit qu'il a récemment étudié les habitudes des petits loups et qu'au fond, ce n'était que de la chance. Riant ensuite en réalisant que la jeune fille est tombée dans le panneau, il est révélé que des armes magiques peuvent être trouvées dans les donjons et souvent de tels objets ont des capacités attachées qui peuvent être utilisées par le porteur de l'arme. Ainsi, à mesure que l'éveillé s'améliore, sa maîtrise augmente, et l'acquisition de la compétence de manière permanente devient possible, étant une bouée de sauvetage pour ceux qui se sont éveillés sans talent. De nulle part, Komachi Daishi, le chef du groupe temporaire, apparaît en criant et demande ce que le duo fait à rester là. Très excité, Arisa dit que le proto a vaincu une meute de loups tout seul. Traitant le jeune homme de perdant, le chef dit que les créatures étaient certainement affaiblies ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, ils doivent se dépêcher car il a trouvé un cristal magique qui doit avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. Lorsqu'on lui demande au sujet des pierres magiques des loups, le gars dit à notre garçon de s'occuper du travail. Il obéit simplement et se penche pour commencer, révélant qu'il est déjà habitué à ce genre de traitement plus qu'il n'a pas de talent. Soudain, Shirazaki se souvient que cette expédition est pour que Komachi acquiert de l'expérience en leadership et que quelque chose de très mauvais s'est produit la dernière fois. Courant, il atteint le duo et leur dit de ne pas toucher le cristal. Irrité, le chef de groupe demande si le jeune homme est jaloux et affirme que cet objet lui appartient. Criant, notre garçon affirme que c'est un piège. Faisant confiance à sa parole, Miyanaga demande à Deshi d'être prudent, mais il retire sa main de la fille et lui dit de se taire, déclarant avant de placer sa main sur le cristal qu'ils doivent suivre ses ordres. Une lumière intense émerge, et le gars dit que ce n'était pas du tout un piège. Mais il change d'avis lorsqu'il est confronté à un croc gris, une créature spéciale de Randé. Le monstre essaie d'écraser le duo avec l'une de ses pattes mais finit par heurter le sol, faisant perdre l'équilibre aux jeunes et les faisant tomber. Mort de peur, le gars aux cheveux roux demande à la créature de rester en arrière tout en activant sa compétence de détection des points faibles. Sans hésitation, il porte le premier coup, mais sa dague frappe la peau du croc gris et ricoche avant de tomber au sol. Partant, le gars dit au duo de s'occuper de la créature et dit qu'il refuse de mourir là. Seul, notre garçon réalise qu'il pourrait être foutu puisque le monstre est bien au-dessus de son niveau. Et la dernière fois, il n'a même pas pu sauver Orisa car il était occupé à essayer de rester en vie. Déterminé, il sort sa dague et déclare qu'il ne laissera pas cela se reproduire. YY a charge sur l'ennemi et dit qu'il connaît ses schémas d'attaque. Avec une grande agilité, il esquive la première attaque et, détectant un point faible, il contre-attaque sans hésiter. Le coup laisse le gris désorienté, faisant comprendre au prata qu'il suffit de continuer à lire ses mouvements et d'infliger plus de dégâts. Cependant, soudain, le monstre rugit et quelque chose d'étrange commence à se produire. En sautant en arrière, notre garçon échappe à la mort, mais finit par recevoir plusieurs égratignures en cadeau avant d'être projeté violemment contre un mur. Avec une poignée de son propre jus de fraise, il dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette attaque et en conclut qu'en plus de son inutilité de la connaissance du futur, avec ce genre de blessure, gagner est impossible. Shirazaki commence à se consoler, déclarant qu'il a encore ses bras et ses jambes et qu'il est trop tôt pour abandonner. Ainsi, il se lève et crie, disant à Gray de venir à lui. Soudain, un message apparaît notifiant que toutes les conditions ont été remplies et que les archives akashiques ont été activées. Un symbole apparaît sous les pieds du protagoniste, sorti de nulle part, il est emmené dans une bibliothèque tout en se demandant ce qui se passe. Shirazaki commence à lire la fenêtre de compétences et se rend compte que cette compétence lui permet d'obtenir instantanément toutes les connaissances sur le donjon dans lequel il se trouve. Curieux, il clique sur confirmer et une carte apparaît. Étonné, notre garçon dit que c'est le genre d'information que n'importe qui tuerait pour avoir. Pour gâcher la fête, le monstre attaque à nouveau pour lui rappeler qu'il est toujours là. Le protagoniste est forcé de reculer pour se sauver et dit qu'à ce rythme, il continuera à prendre des coups sur les côtés. Sans issue, il décide d'utiliser la compétence d'enregistrement akashique. Une forte lumière dorée remplit tout l'environnement, et parmi plusieurs livres, un seul lévite vers le garçon et commence à s'ouvrir tout seul, s'arrêtant à la page qui contient des informations sur Greffan. Perplexe, YY a dit que l'information est absorbée par son esprit instantanément. Allant droit au but, il accède à la partie concernant les schémas spécifiques de la créature et, après quelques secondes, sourit, déclarant qu'il comprend maintenant tout et que le temps de son adversaire est écoulé. La créature attaque à nouveau en utilisant une de ses pattes tandis que le protagoniste révèle que les schémas de l'ennemi changent à chaque coup qu'il reçoit, et l'indicateur principal de ceux-ci sont les lignes rouges. Donc, quand il n'y en a que 3,
la créature ne peut libérer que des ondes de choc avec sa patte droite, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de la patte gauche à ce moment-là. Quand il est touché, le monstre hurle de douleur. Se précipitant en avant, Shirazaki utilise ce qu'il sait déjà pour esquiver. Concluant alors que maintenant que Gray est frustré, son prochain mouvement sera une attaque frontale. Le monstre commence à courir vers le jeune homme qui, après avoir activé certains de ses attributs, comprend exactement ce qui doit être fait. Visant un point spécifique, il dit que ce sera sa frappe parfaite. Avec les cris de la créature, le protagoniste affirme qu'il l'a maintenant et, utilisant toute sa vitesse, court en arrière pour porter plus de coups avec son couteau. Faisant un saut périlleux pour s'éloigner, YY retourne au sol pour jeter un coup d'œil aux dégâts qu'il a causés à l'ennemi. Rapidement, il se rend compte qu'il se retire, un comportement qui ne se produit que lorsqu'il rencontre un adversaire plus fort. Remarquant qu'il est considéré comme supérieur, le protagoniste demande avec quels yeux son ennemi le voit maintenant. Orisa commence à se réveiller de son évanouissement et voit son allié charger Gray. Inquiète, elle dit au garçon d'arrêter, mais il est trop tard car notre garçon est trop concentré à penser que son adversaire vient de faire son mouvement ultime, ce qui est inutile car il sait exactement comment s'échapper. Sans hésitation, il lance l'arme de Komachi qui était au sol touchant la créature de plein fouet, puis il saute dans les airs et la frappe en utilisant son propre couteau. Gray pousse son dernier rugissement avant que ses yeux ne deviennent sans vie, et en un clin d'œil, Shirazaki atteint le niveau 12. Après un certain temps, Miyanaga ouvre à nouveau les yeux et demande où elle est. Tenant la jeune femme dans ses bras, le protagoniste se sent soulagé de la voir bien. Troublée et embarrassée, la jeune fille demande ce qui se passe. La déposant, notre garçon dit que c'était la seule façon qu'il pouvait penser pour la porter. Reprenant ses esprits, elle demande s'ils ont été attaqués par des monstres. Confirmant, YY a dit que Kamashi a été pris dans un piège, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à s'échapper en toute sécurité. Se rappelant ce qu'elle a vu plus tôt, la jeune femme se demande si c'est vrai. Remarquant la façon dont il est regardé, le protagoniste se demande si quelque chose ne va pas. Niant, Orisa s'incline et le remercie de l'avoir sauvé. Pensant, le garçon déclare qu'il a évité le problème plus tôt, mais sachant ce qui vient ensuite, c'est la meilleure approche. Quelque temps après avoir marché, le duo sort enfin du donjon, et ils sont soulagés de respirer de l'air frais. Le chef de groupe apparaît et dit qu'ils ont bien fait. Mais remarquant la tension chez les jeunes, il dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Puisqu'ils ont réussi à sortir en toute sécurité, étant un idiot, le garçon touche Miyanaga de manière inappropriée, forçant notre garçon à prendre les devants pour le repousser. Surpris, Deshi demande ce que fait le jeune homme. YY a dit qu'il pourrait demander la même chose puisqu'en plus de tomber dans un piège, il les a abandonnés à mourir. Criant, le gars aux cheveux roux dit au jeune homme de se taire et dit que sa décision n'était pas mauvaise. Après tout, il est le chef, et personne ne devrait oser remettre en question ses actions. Voyant que le protagoniste est sur le point d'être attaqué, la jeune femme lui demande de faire attention. Notre garçon utilise un de ses attributs et esquive le coup de poing avant d'attraper le bras de Kamashi et de le jeter au sol. Se tordant, le gars demande ce qu'il vient de faire. Le proto dit que c'est exactement ce qu'il voit et demande s'il devrait le montrer à nouveau. Tremblant de peur, le jeune roux dit que s'il signale le gars pour l'agression à la guilde, il disparaîtra à jamais. YY déclare qu'il s'en fiche. Après tout, il n'a pas l'intention de rester dans la même guilde qu'une personne comme lui. Puis jetant la dague de Daichi tout en disant qu'il n'a plus besoin de l'objet. Criant, le chef dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Se retournant, notre garçon s'excuse auprès d'Orisa de lui avoir fait assister au combat. La jeune femme dit que ça va et se demande s'il pense vraiment à quitter la guilde. Avec confirmation, elle dit qu'elle se sentira seule quand le jeune homme partira, mais Shirazaki demande pourquoi la fille ne part pas aussi puisque rester dans la guilde ne lui fera aucun bien. Même en étant d'accord, la jeune femme dit qu'elle ne peut pas abandonner sa carrière d'éveilleur. Pensant, le proto en conclut que son ami doit avoir ses raisons tout comme lui qui n'a réussi à sauver quelqu'un qu'après être retourné dans le temps. Soudain, Miyanaga dit qu'elle aimerait remercier à nouveau le gars parce que pendant qu'elle était inconsciente, elle l'a vu debout et se battant courageusement. Et même si ce n'était qu'un rêve, cela l'a encouragé à essayer un peu plus fort. Souriant, notre garçon en conclut que la fille doit tracer son propre chemin, et il ne devrait pas interférer. Les deux commencent à marcher tandis que la jeune femme déclare qu'elle deviendra plus forte juste pour soutenir son ami, et ainsi, ils pourront affronter un donjon ensemble. Regardant le ciel, YY pense qu'il ne faudra peut-être pas longtemps avant que ce jour n'arrive. Nous découvrons qu'après avoir échangé des contacts, le protagoniste s'est rendu à la guilde pour les informer de son départ. Et comme il n'était considéré que comme un assistant, il a été renvoyé sans aucun problème. Dans la rue, il est réfléchi à la question de savoir s'il doit vendre ou non la pierre magique qu'il a prise à Gray, concluant alors qu'il y a des choses plus importantes à faire en premier. Notre garçon rentre enfin chez lui, et en enlevant ses chaussettes, quelqu'un apparaît et l'appelle frère. Essayant de retenir l'émotion d'entendre cette voix, il se retourne et voit Kana vêtu d'un beau tablier rose. Le proto commence à courir, et quand il s'approche suffisamment,
Il serre sa sœur de toutes ses forces. Surprise, la jeune fille demande ce qui s'est passé. Ne pouvant pas dire la vérité, il dit que rien ne s'est passé, et ainsi, le duo reste étreint pendant un moment. Relâchant sa petite sœur, notre garçon s'excuse, mais la jeune femme dit que ça va et qu'elle a préparé le dîner parce que, pour une raison quelconque, elle se sent mieux. Nous découvrons que Kana a une condition appelée syndrome d'épuisement magique où l'absorption de magie cause de la douleur. Et même si les symptômes sont légers à ce moment-là, ils ont tendance à s'aggraver jusqu'au pire après quelques années. Sachant qu'il existe un indice sur le remède de la maladie, YY a promis qu'il ne perdra plus jamais sa sœur. Mais pour cela, il doit se concentrer sur ses propres capacités, plus précisément sur la capacité du registre akashique. Après avoir lu un peu sur cet attribut, le protagoniste se jette sur le lit et dit que toutes les connaissances qu'il a acquises ne sont même pas comparables à ce qu'il reste à apprendre. Mais s'il maîtrise la nouvelle capacité, il pourrait devenir l'éveillé le plus puissant du monde. Intrigué par le don, il se souvient de l'être qu'il a renvoyé en arrière et, concluant que d'y penser ne changera rien, il décide de se concentrer sur son objectif actuel, car il doit être assez fort pour affronter les monstres qui viendront. Après tout, même si la maladie de sa sœur est guérie, elle a besoin de la terre pour continuer à vivre. Le lendemain, dans un certain donjon non approuvé, Shirazaki est heureux de finalement trouver la porte. Il est révélé qu'un donjon non approuvé désigne ceux qui n'ont été découverts par personne. Parce que lorsque cela se produit, la partie responsable doit se présenter à l'association et, après que l'organisation a mesuré les niveaux de magie à l'intérieur du donjon, les éveillés peuvent commencer le nettoyage, toujours en groupe selon la classification du donjon. Ignorant ce fait, notre garçon déclare qu'il sera plus rapide d'utiliser ses connaissances et de trouver des donjons non approuvés seul, car même si des événements imprévus se produisent, il peut compter sur les archives akashiques. Rapidement, il active la capacité et commence à lire un livre, concluant qu'il n'y a pas de problème à cet endroit. Soudain, un groupe de squelettes de Randé apparaît. La lecture interrompue, le protagoniste saisit son couteau et commence le nettoyage. Confiant que contre ce type d'ennemi, son moi actuel s'en sortira. Portant plus de coups, notre garçon décide de maintenir ce rythme jusqu'à ce qu'il monte de niveau. Nous voyons qu'il l'a fait pendant quelques jours et a commencé à affronter des donjons de plus grande difficulté à mesure qu'il devenait plus fort. Ainsi, en seulement 3 jours, le jeune homme a nettoyé 3 donjons et a atteint le niveau 24. Observant le panneau de compétences, YY réalise qu'il a besoin de plus de compétences car, à mesure qu'il affronte des adversaires plus forts, l'écart de puissance devient de plus en plus grand. En raison d'un manque de pierres magiques, il décide de passer un peu plus de temps à collecter des fonds. Mais en voyant le collier d'analyseur en vente, il réalise qu'il peut peut-être maintenant utiliser l'objet. Le lendemain, nous sommes emmenés à la vente aux enchères d'outils magiques, où pour participer, il est nécessaire de présenter une carte d'éveillé à la réception. Une femme demande si le protagoniste fait partie de la guilde Eclipse. Niant, il dit qu'en ce moment, il n'est affilié à aucune organisation. La réceptionniste dit alors que, dans ce cas, il doit mettre un autocollant différent avant d'entrer. Une blonde observe la conversation et se demande si le garçon est vraiment un non-affilié de rang E qui était autrefois dans la guilde Eclipse. À l'intérieur de la salle des ventes, Shirazaki réalise qu'il faudra un certain temps avant que l'objet magique qu'il recherche n'arrive. S'approchant, la même jeune femme qu'avant demande si le siège à côté de lui est libre. Regardant l'autocollant sur sa veste, le protagoniste se demande comment un Randé n'est pas affilié. Une fois assise, la fille demande s'il a déjà fait partie de la guilde Eclipse. Avec confirmation, elle dit qu'elle a demandé parce que, comme la guilde est l'une des plus montantes, quelqu'un qui paraît assez étrange. Honnête, notre garçon dit que l'organisation valorise la force avant tout, n'étant pas adaptée à quelqu'un sans compétences naturelles. Embarrassée, la jeune femme s'excuse pour la question tout en pensant qu'en effet les rumeurs étaient vraies. Réalisant qu'elle ne s'est pas présentée, la fille dit que son nom est Noa Oshikawa et qu'elle n'appartient pas non plus à une guilde. Souriant, le protagoniste se présente également. Après un certain temps, le moment du collier d'analyseur arrive, et le commissaire-priseur annonce que la mise de départ minimale est de 500 000. Les éveillés présents commencent à commenter qu'ils ne connaissent pas l'objet et qu'il ne vaut pas la peine de payer ce prix. Réfléchissant, YY a dit que les objets magiques ne devraient pas appartenir à une seule personne car ils augmentent en valeur à mesure qu'ils acquièrent plus de compétences. Par conséquent, avoir de nombreux utilisateurs de la même compétence est bénéfique, surtout s'ils infligent des dégâts. La blonde dit que le vendeur de l'objet est très avide, mais elle est prise par surprise lorsque le protagoniste lève la main et place la première enchère. Tout le monde autour commence à se demander si la compétence de l'objet est bonne, tandis que Noah essaie de faire reconsidérer le jeune homme. Sans s'en soucier, notre garçon sourit simplement lorsque le commissaire-priseur frappe le marteau et le déclare propriétaire du collier. Irrité, la fille dit qu'il doit choisir plus judicieusement, même s'il veut vraiment une nouvelle compétence. Avec l'objet en main, le protagoniste dit « ça va », tout en pensant que la compétence vaut plus que les 500 000 qu'il a payés. Soudain, un message arrive sur leurs 2 téléphones et, ainsi, ils se disent au revoir avant de partir chacun de leur côté. Le lendemain,
nous découvrons que l'email provenait de l'association demandant des recrues pour une exploration de donjons, en particulier des non-affiliés éveillés qui recevront des bonus spéciaux s'ils acceptent de participer. Ayant dépensé beaucoup d'argent la veille, Shirazaki décide d'accepter et arrive rapidement à la porte d'un donjon de classe D où d'autres éveillés l'attendent. Alors qu'il s'approche, le jeune homme est surpris de voir Oshikawa qui, souriant, dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit le dernier. Narasaka, qui est de niveau 26, demande si le protagoniste connaît la fille. Confirmant, il dit qu'il l'a rencontrée par hasard la veille, un jeune homme aux cheveux verts dit que puisque tout le monde est là, il vaut mieux commencer l'exploration. Comme son classement n'a pas été mis à jour, notre garçon sera chargé de porter les bagages des autres qui sont de rendez, c'est pourquoi l'association a choisi d'envoyer un fardeau pour le groupe. Passant la porte un peu frustré, il dit que, apparemment, il ne pourra pas se battre cette fois. Quelque temps plus tard, le type en armure dorée dit que le protagoniste n'a pas besoin d'être nerveux car il est au milieu d'éveillés de Rand et avec Noah, qui a la compétence d'épéiste magique, étant la plus forte. Le groupe s'aventure un peu plus loin dans les bois jusqu'à ce qu'il tombe sur le coléoptère Gigashorn classé E. Criant, Narasaka dit qu'il devrait commencer par former la formation de dégoût. Puis lui et le jeune rouquin chargent la créature, pensant, tout en observant la blonde, le protagoniste dit que la compétence d'épéiste lui permet d'obtenir un attribut supplémentaire de haut niveau, ce qui est rare au moment de l'éveil. Entrant dans le combat, Oshikawa tire son éclair violet, provoquant une énorme explosion et forçant le duo au combat à battre en retraite. YYA est laissé sans voix par une telle puissance, tandis que le garçon en armure mentionne qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles une guilde célèbre a les yeux rivés sur la jeune fille. Le groupe reprend sa marche et se tient côte à côte avec la fille. Le protagoniste s'excuse d'avoir parlé d'elle sans permission. Noah dit que cela ne la dérange pas, mais il semble qu'il ait encore quelque chose à demander. À l'endroit au but, le jeune homme demande si elle a été appelée par la guilde Eclipse. Confirmant, l'épéiste dit qu'elle a refusé l'offre après avoir entendu son histoire parce qu'elle n'aime pas les guildes qui ne tiennent pas compte des individus éveillés qui sont moins talentueux. Un peu surpris, notre garçon dit simplement qu'il comprend. Après la conversation, nous découvrons que l'équipe a avancé un peu plus loin jusqu'à ce qu'elle atteigne la salle du boss, qui est une mante blindée de Randé. Le monstre frappe son premier coup vers la fille, mais Narasaka s'interpose. Ensuite, les autres avancent également. L'épéiste dit que ce sera une bataille difficile, tandis que le jeune homme en armure affirme que la vitesse de la créature n'est pas si impressionnante. Notre garçon a juste regardé le quatuor infliger des dégâts constants à l'ennemi, et en moins de 10 minutes, la mante a été vaincue. Soulagé, Oshikawa dit que le monstre est enfin tombé. Cependant, Shirazaki remarque que quelque chose semble louche et, inquiet, dit aux autres d'attendre une minute. L'armure de la créature commence à se fissurer jusqu'à ce qu'elle explose, dispersant des débris partout. Les yeux de tout le monde s'écarquillent car ils devront maintenant combattre une mante de rangs et non blindés. Réalisant qu'il s'agit de la deuxième forme du boss, Narasaka ordonne à tout le monde de se préparer. Fermant les yeux, l'épéiste attend sa fin, mais soudain YYA apparaît devant elle et, utilisant la plupart de ses capacités, s'excuse pour le retard tout en demandant à son allié de lui laisser la créature, montrant qu'il est plus que déterminé à arrêter l'ennemi. Lisant les informations sur la compétence de l'œil divin de la prophétie, notre garçon dit qu'elle est activée dans des conditions spécifiques et que, pour une raison quelconque, elle se transformera en quelque chose que personne ne peut utiliser. Étant une compétence perdue, utilisant l'avantage qu'il a, il attend que la créature s'approche, pour essayer de frapper avec son couteau, mais finit par être forcé de battre en retraite. En état de choc, Noah dit que le garçon lit les mouvements de l'ennemi et se défend contre toutes les attaques. Même étant un éveillé de rang E, résistant autant que possible, le protagoniste déclare qu'il doit trouver une ouverture pour contre-attaquer, mais finit par être pris au dépourvu par un mouvement de la mante. Nous avons découvert que l'œil divin de la prophétie force l'utilisateur à comprendre profondément la cible de sa prédiction. Sinon, la prédiction ne fonctionne pas, et de plus, de mauvaises prédictions peuvent être présentées comme s'étant produites à ce moment-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les éveillés ont cessé d'utiliser la capacité car la fréquence des monstres uniques a augmenté. Avec l'arme qu'il a, YYA essaie de ne pas se faire battre, réalisant ensuite qu'il a un moyen de renverser ses obstacles. Grâce à la capacité des archives akashiques, après avoir jeté un autre coup d'œil, il fait tourner le couteau entre ses doigts et, s'excusant auprès de l'ennemi, il dit qu'il peut tout voir. Un échange sincère commence et la mante religieuse parvient à esquiver les coups, mais notre garçon affirme qu'il n'en a pas encore fini et, activant l'attribut de propulsion ainsi que le renforcement physique, il délivre une autre série de coups, frappant le corps de la créature à différents endroits. Toujours sous le choc, Noah pense que le garçon peut aussi identifier les faiblesses de l'ennemi et décide de demander qui il est. Toujours debout, la créature parvient à esquiver une autre attaque et commence à voler pour créer de la distance. Cependant, elle finit par être touchée à la jambe par le couteau du protagoniste. Il fixe fermement son adversaire et dit qu'il avait prévenu qu'il pouvait tout voir. Après avoir identifié l'endroit exact pour porter le coup final, Shirazaki demande l'épée d'Oshikawa qui, même sans rien comprendre, jette son arme au jeune homme.
Voyant que la menthe religieuse est suffisamment proche, notre garçon frappe l'épée à la tête de la créature, et plusieurs messages de niveau supérieur et d'autres avancées apparaissent. Le reste du groupe continue de ne pas croire ce qu'il vient de voir et, prenant les devants, Narasaka demande ce qui s'est passé et si le jeune homme est vraiment de rang E. Sans donner beaucoup de détails, le protagoniste dit seulement qu'il a des circonstances particulières. Mais si possible, il aimerait que tout le monde dise qu'ils ont vaincu le boss ensemble tout en pensant à la rareté de ce qu'il fait puisque beaucoup d'éveillés essaient de tromper les gens, prétendant qu'ils sont plus forts qu'ils ne le sont réellement, donc il ne peut pas demander grand-chose. Le garçon en armure accepte même s'il hésite un peu car le jeune homme a risqué sa propre vie pour protéger tout le monde. Une fois tout résolu, Noah remercie notre garçon pour son travail. Rendant l'épée de la fille, il dit que l'objet a été d'une grande aide. Lorsqu'on le félicite, le protagoniste dit que d'autres éveillés de niveau supérieur auraient pu vaincre l'ennemi beaucoup plus facilement. Oshikawa dit que cela le rend seulement plus incroyable, mais réalisant qu'il est trop près, il recule et déclare qu'il s'est battu dans des donjons aux côtés de personnes plus fortes. Mais voir quelqu'un maîtriser un ennemi avec autant de compétences et d'expérience était une première. Par conséquent, le garçon devrait simplement accepter le compliment. Souriant, Shirazaki remercie, tandis que la fille dit qu'il a enfin compris. Le groupe arrive au cœur, qui n'apparaît que lorsque le boss est vaincu. Nous découvrons que dans les donjons sous l'administration de la ville, les cœurs sont souvent laissés pour entraîner les nouveaux venus, mais il y en a encore qui sont détruits car il y a un risque que le nombre de monstres devienne trop important. Une forte lumière émerge lorsque le protagoniste frappe le cœur, et lorsque le processus se termine, nous voyons qu'il a gagné un nouvel objet magique appelé couteau de menthe religieuse. Surpris, notre garçon réalise que même si l'arme n'accorde pas de capacité automatiquement, elle fonctionne toujours excellemment. Narasaka s'approche et dit que le jeune homme devrait garder la dague car il a vaincu le boss, et que c'est aussi une façon pour le groupe de montrer sa gratitude. Souriant, YYA décide d'accepter et, après avoir balancé le couteau plusieurs fois, dit qu'il semble avoir une très bonne maniabilité. Ainsi, tout le monde part, et à la fin, le protagoniste se retrouve seul avec Noah, qui demande s'il pourrait partager son contact car il y a quelque chose dont elle aimerait discuter. Après avoir obtenu le numéro, la jeune femme dit avec les joues rouges que le jeune homme peut l'appeler par son prénom juste pour qu'il ne soit pas si formel tout le temps. Le protagoniste dit qu'il a hâte de continuer à travailler avec la fille. Après être arrivé à la maison, il réalise qu'il n'a pas vérifié son statut après avoir vaincu la menthe religieuse. Et en ouvrant le panneau, il est choqué de voir que le niveau des archives akashiques a également augmenté, et maintenant il est possible de voir des informations de base sur les donjons qui apparaîtront encore. Perplexe, notre garçon clique pour en voir plus et réalise qu'en plus de l'heure d'apparition, des informations sur la rareté et le niveau sont également disponibles, ce qui signifie que le temps de recherche de donjons non approuvés est terminé. Après avoir analysé un peu la liste pour choisir son prochain donjon, il s'arrête. En voyant la grotte des bêtes estampillées, classe C, et le lendemain, il se dirige vers l'endroit. Votre premier ennemi est un sanglier avec des cornes rouges qui a une puissance de charge impressionnante, capable de vaincre même un être éveillé au-dessus du niveau 40 avec un seul coup. La créature décide de charger. Utilisant son nouveau poignard, YYA lui dit de se taire tout en portant son premier coup, concluant alors que la créature est beaucoup plus faible que la menthe. Utilisant la compétence d'aiguisage de couteau, notre garçon porte un coup fatal, faisant s'effondrer le plateau dans une flaque de son propre jus de fraise. Avec la victoire, le jeune homme passe au niveau 31, pensant qu'il dit que le donjon a un certain niveau de difficulté comme il l'avait recherché, de plus, il était possible de tester les performances de sa nouvelle arme. Le problème était qu'il n'a augmenté de niveau qu'une seule fois. Notre garçon analyse le calendrier et réalise que pour éviter ce qui s'est passé dans sa vie passée, il doit empêcher la première catastrophe, ce qui le rend agité compte tenu de son rythme. Après avoir terminé le donjon, il saurait, toujours pensif, dit que les choses qu'il peut faire sont limitées, mais il doit atteindre au moins le niveau 60 avant la catastrophe. Cependant, son obstacle actuel est que l'apparition de donjons de haute difficulté est rare. Soudain, YYA remarque qu'un nouveau donjon est sur le point d'apparaître, et à sa surprise, son classement est S, peut-être un donjon supplémentaire, qui en plus d'être rare, est de haute difficulté mais offre d'excellentes récompenses. Réfléchissant, il se demande s'il devrait vraiment prendre un tel risque, sachant même que dans le passé, un donjon de ce type était impossible à terminer. Nous sommes emmenés à l'hôpital où le protagoniste demande à sa sœur de s'assurer d'écouter les infirmières. Alors que Kana affirme qu'elle n'est plus une enfant, nous découvrons que la fille a été hospitalisée pour vérifier la progression du syndrome. En partant, le garçon promet qu'il guérira bientôt sa sœur. En sortant du bâtiment, il a l'impression de voir Orisa, mais convaincu qu'il s'est trompé, décide de revenir à son plan d'affronter le donjon rare même en connaissant les risques. Nous voyons que pendant les derniers jours, notre garçon a augmenté de niveau autant qu'il le pouvait. En arrivant à l'endroit, il comprend enfin pourquoi personne n'a jamais été capable de terminer ce donjon et dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un donjon apparaîtrait à l'intérieur d'un autre. Sur le point d'entrée,
Shirazaki conclut qu'il devra d'abord terminer le donjon supplémentaire. Nous découvrons que le donjon s'appelle Rock Fortress et est de classe C. Regardant autour de lui, le protagoniste se demande s'il est possible qu'un autre donjon apparaisse, décidant ensuite de vérifier où se trouve la partie la plus profonde. Après avoir identifié quelle entrée prendre, il se retrouve face à face avec des golems de randée. Réalisant qu'il va être attaqué, notre garçon avance et saute tout en déclarant qu'il n'a pas le temps de s'occuper des créatures. Courant, il dit qu'il sait que c'est impoli, mais il doit atteindre son objectif. Peu de temps après, le jeune homme arrive à un mur de roche avec des cristaux incrustés, et après s'être faufilé à travers une fissure, réalise qu'il devra affronter le boss, qui est un golem rouge de rancée. Furieux, le monstre se prépare à donner un coup de poing, mais YY parvient à esquiver en utilisant l'une de ses compétences et apparaissant dans les airs, commence sa première attaque avec la dague de menthe. L'ennemi contre-attaque, le forçant à battre en retraite. Même avec la différence de niveau, le protagoniste conclut que le seul problème est de pénétrer l'armure de la créature. Comme les attaques tranchantes ne fonctionnent pas, il décide d'utiliser la compétence de durcissement et, après avoir porté un autre coup, sourit en réalisant que sa stratégie fonctionne. Chargeant à nouveau pour l'attaque, notre garçon déclare que ce sera une bataille d'endurance. Sans hésitation, il charge à nouveau sur le grand gars jusqu'à ce qu'il réussisse à porter un coup fatal qui fait s'écraser le golem au sol, mort. Essoufflé, le protagoniste dit que la bataille a duré près de 30 minutes, mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à gagner. Maintenant au niveau 40, il décide de se concentrer sur l'événement principal et, s'approchant du cœur, il déclare que cette fois, si les informations des archives sont correctes, il y a une infusion de puissance magique dans ce cœur. En plaçant sa main sur l'objet, une forte lumière illumine toute la grotte et, soudain, la sphère se brise en plusieurs morceaux, laissant place à une sorte de portail. Excité, YY a conclu qu'à l'intérieur se trouve le donjon supplémentaire que personne n'a pu terminer dans sa première vie, mais ce n'est pas grave car il est prêt à voir de quoi l'endroit est fait. Nous sommes emmenés à un autre endroit où quelqu'un dit à Daichi que c'est la deuxième fois qu'il a échoué. Désespéré, le garçon dit qu'il y a une raison à cela. Se retournant, Masaka Ren, maître de la guilde Eclipse, demande si la raison est vraiment assez bonne pour le convaincre. Se souvenant d'une fille, le chef dit qu'elle a été la première dans la guilde à posséder une compétence unique. Nous avons découvert qu'il parle d'Oriza, qui, quelques jours après la rencontre avec Grefang dans ce donjon, lors d'une autre bataille, a finalement atteint le niveau 10 et, avec cela, une compétence unique appelée Amélioration toute puissante. Rapidement, elle a rapporté au maître de guilde qui a déclaré que cela s'était produit parce qu'elle s'était éveillée à une compétence naturelle, étant également une exception puisque cela se produit normalement lorsqu'une personne devient un éveillé. Ainsi, le jeune homme lui a appris qu'il existe des compétences naturelles qui ne se manifestent qu'après avoir atteint un certain niveau. De plus, ceux qui ont des compétences uniques sont plus performants que les autres, ce qui signifie que la jeune femme deviendra un éveillé de haut niveau. Miyanaga a rapidement réalisé que Misaka avait raison car sa compétence, en plus de permettre une plus grande variété de buffs, est également à un niveau complètement différent au point de la faire accepter dans un groupe de haut rang, ce qui l'a aidé à atteindre le niveau 26. Le seul problème était que son pouvoir a réveillé la colère chez certains, mais elle est déterminée à atteindre son objectif. Pour le moment, le maître de guilde demande si le duo est prêt. La fille et le type en vieux répondent oui, et le trio se dirige vers un donjon bien connu. Nous voilà dans un donjon de classe E. Réfléchissant, la jeune rousse dit qu'il est difficile de croire qu'une semaine à peine s'est écoulée. Elle révèle ensuite qu'en raison de l'apparition inattendue d'un monstre plus fort, ils ont été contraints de partir. Mais maintenant, ils sont revenus avec le chef, un éveillé de rang B. Kamashi dit qu'il n'était pas nécessaire que le jeune homme y aille personnellement, mais il dit que quelque chose le dérange. En arrivant dans la salle des pièges, la jeune rousse demande s'il ne serait pas préférable de vaincre le boss tout de suite. Souriant, Misaka dit que c'est exactement pourquoi ils sont là, puis elle pose sa main sur le cristal, faisant apparaître un grand croc gris de rancé. Le duo est bouche bée, tandis que le jeune homme aux cheveux blancs dit qu'il se doutait de quelque chose en lisant le rapport. On découvre que le monstre qui apparaît correspond au niveau de celui qui est tombé dans le piège, c'est pourquoi la créature est plus grosse cette fois-ci. La créature charge le maître de guilde, qui décide de battre en retraite. Oriza demande si elle doit attaquer, mais il refuse, utilisant sa compétence, il assène plusieurs coups consécutifs. Avec du jus de fraise éclaboussé partout, il dit que ce monstre ne peut même pas être considéré comme un ennemi. Voyant le jeune homme plongé dans ses pensées, la fille demande si quelque chose ne va pas. Confirmant, Ren se souvient que c'est Shirazaki qui a sauvé la situation lorsque Daichi s'est enfui, ce qui signifie que la bête était au niveau du type qui s'est enfui, mais YYK, qui était d'un niveau inférieur, s'est occupé de tout seul. Souriant, le chef dit qu'en fait, il n'y a rien de mal, mais qu'il devrait remercier le jeune homme d'avoir protégé les précieux membres de sa guilde. Puis il change de sujet et demande si le duo est prêt pour un donjon très enrichissant. Excité, le roux dit qu'il est plus que prêt. Lorsqu'on lui demande où il a obtenu cette information,
le maître la déguise et donne une excuse fragile. Absorbé dans ses pensées, Miyanaga se souvient que la semaine dernière, beaucoup de choses incroyables se sont produites. Mais c'est grâce au proto qu'il a sauvé. C'est pourquoi elle veut exprimer sa gratitude comme il faut. Misaka dit que maintenant qu'ils se sont occupés de cette affaire, il est temps de s'occuper du boss. Le duo est d'accord, mais la jeune rousse ne peut s'empêcher de penser qu'elle doit envoyer un message à Shirazaki plus tard. On voit une ombre sombre sortir du corps de la créature vaincue et commencer à se déplacer vers le maître de guilde. Pendant ce temps, dans le donjon supplémentaire, appelé Chambre du Jugement, notre garçon est choqué de voir comment les choses se passent à l'intérieur. Sortant du portail, il analyse le terrain dans lequel il se trouve et conclut que c'était ce qu'on attendait d'un tel donjon. Soudain, le portail derrière lui disparaît, ce qui signifie que pour mener à bien la mission, des conditions spécifiques doivent être remplies. Soudain, un grand oiseau vert apparaît et l'attaque. Après avoir esquivé, le proto se rend compte qu'il s'agit d'un oiseau du vent, de Rancé. La créature s'envole vers lui, mais finit par recevoir un coup de poignard. Soulagé, notre garçon dit qu'au moins il a réussi à en vaincre un. Le problème est qu'il y a un groupe d'oiseaux dans le ciel qui attendent le bon moment pour attaquer. Après un certain temps, il a réussi à tous les éliminer et décide d'ouvrir les archives akashiques de cet endroit. En lisant le livre, YYA découvre que le donjon supplémentaire a 2 niveaux, et qu'il est nécessaire de remplir chaque mission pour continuer. La première étant une bataille contre des vagues de monstres qui apparaissent continuellement pendant 36 heures consécutives. Même en trouvant cela brutal, le protagoniste se sent soulagé d'avoir la compétence des archives, concluant alors qu'il devra faire attention à la façon dont il utilise ses MP, y compris l'œil divin de la prophétie. Même en sachant qu'il y a un autre défi après avoir terminé cette mission, il décide de mettre cela de côté pour l'instant car il a des problèmes plus urgents à venir. Chargeant de toutes ses forces, notre garçon essaie d'abattre cette horde de monstres de niveau 30 à 35 tout seul. Un ogre essaie de l'écraser avec son gourdin, mais il parvient à se défendre avec son autre poignard, qui finit par se briser dans le processus. Face aux ennemis, Shirazaki se rend compte que les affronter tous avec juste un couteau limitera ses options. Ainsi, il jette ce qui reste du poignard amélioré sur un gobelin et en sautant, il s'empare de l'épée que le gobelin utilisait, ce qui lui donnera plus d'options d'attaque. Maintenant au niveau 41 et avec 2 armes, le protagoniste dit qu'il est temps de tout donner. Après des heures, on voit que le jeune homme est épuisé au point d'avoir du mal à se tenir debout. Malgré tout, il continue à balancer ses armes sans arrêt car il savait dès le moment où il est entré que ce serait une mission difficile. Soudain, un grand croc gris de niveau 40 apparaît, montrant qu'il veut aussi jouer. Face à la créature, notre garçon dit que c'est en effet une bataille infernale, mais rapidement, il se souvient de ce qui s'est passé dans sa vie passée. Et sautant dans les airs, il affirme qu'il a traversé des enfers pires. Après avoir vaincu l'ennemi, il atteint le niveau 47 et décide de passer au suivant. 35 heures et 50 minutes plus tard, le protagoniste essaie de tenir bon pour faire face aux 9 minutes restantes. Ainsi, en donnant tout ce qu'il a, il achève les ennemis restants jusqu'à ce qu'un message apparaisse notifiant que la mission a été accomplie avec succès. Et à partir de ce moment, le calcul du score de réussite du challenger commencera et les résultats seront disponibles dans 12 heures. Une cabane apparaît au milieu du terrain, et YYA décide d'aller se reposer jusqu'à la publication du rapport. Assis à l'intérieur de la cabane, il prend une sphère de repos profond, qui nettoie le corps de la saleté et augmente la récupération des PV pendant le sommeil. Sentant que la prochaine mission sera plus difficile, notre garçon commence à préparer son corps et son esprit avec les potions qu'il a apportées avant de se coucher et de faire une sieste. 12 heures plus tard, il se réveille et sort pour s'étirer jusqu'à ce qu'un message apparaisse indiquant que le challenger a vaincu un nombre de monstres supérieur à la limite. Et, de plus, au début de la mission, il a été confirmé que le niveau du jeune homme ne dépassait pas la norme du donjon. Par conséquent, des points supplémentaires ont été attribués. Une forte lumière apparaît, et de nulle part, une clé de la chambre du jugement atterrit dans la main de Shirazaki. Ainsi, il doit choisir entre tenter le défi ou revenir dans l'heure. Mais s'il choisit la deuxième option, il ne pourra plus utiliser la clé. Analysant la porte, notre garçon décide de réfléchir un peu et, déterminé à ne pas reculer, il active la compétence des archives pour recueillir des informations. On voit qu'il y a un objectif simple pour la mission finale, qui implique l'un des 3 types de monstres, dont un cyclope géant et une salamandre de feu. Le protagoniste conclut que les deux sont très puissants, mais avec des schémas d'attaque limités, ce qui signifie que seul le 3e monstre est le plus compliqué. Après avoir franchi la porte, il se retrouve face à une clairière dans la forêt et se rend compte que son adversaire sera le plus difficile des 3. Une voix avertit que la mission finale a commencé, et le jeune homme doit vaincre le boss du donjon, qui est un chevalier aigle argenté, de rang B et de niveau 65. Notre garçon essaie de rester calme en voyant la créature au-dessus de sa tête, mais soudain l'ennemi fait un mouvement différent et en donnant le premier coup montre qu'il peut voir l'avenir. YYA finit par être projeté au loin, mais parvient à rester sur ses pieds en réfléchissant. Il dit que s'il avait été attaqué de front, il serait mort.
Le plus gros problème étant le fait que la créature a scellé son œil divin de prophétie. On découvre que le boss a la capacité des yeux dorés, ce qui confère à l'utilisateur des réflexes extraordinaires et une vision surhumaine. Ainsi, le chevalier utilise ses yeux pour prédire les mouvements du garçon et découvrir quelles seront ses actions futures. Après avoir esquivé un coup, l'aigle décide de contre-attaquer, mais le protagoniste parvient à s'en sortir indemne. Inquiet, il dit que tant que l'avenir ne sera pas clair, il ne pourra pas utiliser l'œil divin de prophétie contre l'ennemi, ce qui est en fait sa plus grande menace jusqu'à présent, sachant qu'il peut aussi voir l'avenir. Notre garçon pense que la différence de puissance brute déterminera directement le résultat. Ceci considérant que la différence de niveau est inutile. Émergeant de la bataille à l'épée, le boss donne un coup. Shirazaki conclut que s'il donne assez de distance, la prochaine attaque ne sera pas bonne du tout, car la créature absorbera tout le mana autour et le libérera avec toute sa puissance. Prouvant ce point, le chevalier tire un canon magique. De justesse, le protagoniste parvient à esquiver sur le côté en pensant que c'est une blague. Cependant, soudain, l'aigle apparaît derrière lui et, avec sa patte, frappe le garçon, projetant son corps contre le tronc d'un arbre. Blessé, notre garçon dit que, comme prévu, la différence de puissance brute est trop grande. Cependant, tout serait différent s'il pouvait utiliser son œil divin de la prophétie. Soudain, le jeune homme se souvient que, dans cette seconde vie, il a acquis de nombreuses capacités puissantes. Mais la raison pour laquelle il a réussi à se battre jusqu'à la fin, malgré son manque de talent, est qu'il a affronté sa propre faiblesse. Dans cet esprit, il décide de désactiver ses capacités pour accéder à l'origine de sa force. Face à l'ennemi, le protagoniste dit que maintenant, il va se souvenir de ce que c'était de se battre comme un faible. Remarquant quelque chose, le chevalier commence à reculer, tandis que Shirazaki dit qu'il est temps de se battre. En courant, il se souvient qu'il doit d'abord tenir compte des capacités de l'adversaire, car l'arme de l'ennemi peut être divisée en 3 types, et ses yeux dorés et ses capacités physiques sont bien supérieures, sans compter qu'il ne peut pas créer de distance à cause du canon magique. Le chevalier frappe à nouveau avec son épée tandis que le garçon garde ses attributs désactivés. Se donnant à fond, il esquive des attaques plus fatales, en pensant à une façon de contre-attaquer pour ne pas se retrouver désavantagé. Incapable d'utiliser des potions de guérison, notre garçon se rend compte qu'il est sur le point d'être mis échec et mat. Mais en changeant de stratégie, il commence à courir vers l'ennemi. Surprise par une telle agilité, la créature se demande comment c'est possible. Alors que le protagoniste affirme qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre cette situation, en analysant attentivement son adversaire, il trouve enfin un point faible et se donne à fond pour esquiver les attaques constantes. Il conclut qu'il doit le faire maintenant. Tenant une potion, YYA regarde son ennemi chargé vers lui. En lançant la potion, il se rend compte que l'aigle a mis plus de distance entre eux, révélant qu'il ne peut pas bouger pendant la phase de chargement du canon magique. Notre garçon saisit l'occasion et, alors que son épée est lancée au loin, déclare, en souriant, que son objectif va au-delà de ça. On voit que sa dague a brisé le flacon de la potion qui a été lancé pour forcer le canon du chevalier avec plus de magie, ce qui le fera exploser. Comme prévu, une grande explosion se produit. Pourtant, l'aigle survit et continue de tenir son épée. Cependant, au milieu du nuage de poussière, il est attaqué par Shirazaki, qui a activé la capacité de l'œil divin de la prophétie pour montrer que c'est maintenant son tour d'attaquer. Sachant qu'il ne peut plus être atteint, il avance à nouveau et attaque en utilisant toutes les capacités physiques dont il dispose. Sans rien pouvoir faire, le chevalier est frappé à différents endroits et décide une dernière fois d'essayer d'utiliser son canon magique. Le protagoniste se rend compte que l'ennemi absorbe imprudemment la magie malgré l'autodestruction imminente. Des flammes entourent le corps du boss qui réalise trop tard, que le garçon a pu s'échapper et arrive maintenant désert. En criant, notre garçon frappe l'épaule du chevalier qui finit par tomber au sol complètement vaincu. Avec la victoire, un message apparaît notifiant qu'il est maintenant possible de sortir de la chambre de jugement. Et avec ça, YY a atteint le niveau 57. La voix mystérieuse dit que le conquérant du donjon sera récompensé en fonction des points de réussite et des détails de la réussite. Après avoir pris les potions dont il avait besoin, le protagoniste se demande quelle sera sa récompense. Pour avoir terminé la mission la plus difficile en étant 10 niveaux en dessous de la norme, il est révélé que 2 récompenses spéciales seront accordées. La première étant la capacité de stockage infinie. Étonné, le protagoniste déclare qu'il n'a jamais rien vu d'aussi puissant dans sa vie passée. Une forte lumière brille à nouveau pour révéler la deuxième récompense, qui est une épée très similaire à celle du chevalier aigle d'argent, possédant 3 capacités différentes et tout aussi puissantes, en plus de gagner en puissance à mesure que l'utilisateur grandit. Tenant l'épée légendaire, notre garçon dit que sans aucun doute, son effort en valait la peine. Et en voyant la porte, il décide de rentrer chez lui. Dehors, il a hâte de se reposer un peu, mais finit par voir qu'il a un message de Marisa. Le protagoniste est heureux de savoir que la fille a éveillé une capacité naturelle. Mais en lisant cela, elle participera à un raid de guilde à grande échelle le 1er juillet.
Il se rend compte que quelque chose ne va pas car une telle invasion ne devrait avoir lieu que le 7. En courant, il conclut que tout le monde est en danger. Nous revoyons Miyanaga et son groupe sur le point d'entrer dans le donjon. Nous découvrons qu'il s'agit d'un donjon de Ranbei appelé Desert Land. Excité, Takahashi Isayoshi, maître de la guilde de la fierté des guerriers, dit que tout s'est passé comme Masaka l'a dit. D'accord, Ito Ryota, maître de la guilde du grand magicien, dit qu'il y a de fortes chances qu'ils obtiennent un artefact magique de premier rang. Le chef de la guilde d'Eclipse prétend que l'endroit doit avoir plusieurs objets, et qu'ils peuvent se les partager entre eux. Soudain, le garçon appelle Orisa, qui sursaute. S'approchant, il dit que la capacité de la jeune femme sera indispensable, elle devrait donc l'utiliser librement. En réfléchissant, la fille accepte qu'elle doit se donner à fond puisqu'elle a été invitée à faire partie de l'équipe. Soudain, elle se souvient de vérifier son téléphone et se rend compte que Shirazaki n'a pas répondu, concluant ensuite qu'à ce moment-là, elle doit se concentrer sur la réussite du donjon. 2 heures et plusieurs monstres vaincus plus tard, Ren dit que c'est l'heure du spectacle en faisant face à un minotaure de Ranbei, le boss du donjon, en criant. Il demande à tout le monde de prendre position et d'attaquer. Le groupe obéit sans hésitation et commence la bataille. Choqué, Miyanaga dit qu'elle sait maintenant ce qu'est une attaque d'éveillé de haut niveau. Le gars aux cheveux blancs lui ordonne d'utiliser sa capacité immédiatement. La jeune femme obéit, et Masaka invoque son épée appelée LM. Après avoir porté un seul coup, il dit que c'est la fin. Alors que tout le monde est incrédule face à la puissance de l'arme, les 2 autres maîtres de guilde disent que la récompense est enfin arrivée en voyant le noyau. Allant de l'avant, le chef d'Eclipse prétend qu'il attend ce moment depuis longtemps, déclarant ensuite que le portail devrait s'ouvrir bientôt. Intrigué, Takanashi se demande s'il ne va pas détruire le noyau. Prenant tout le monde par surprise, Ren dit qu'il ne ferait pas ça même dans ses rêves. Après tout, c'était son véritable objectif. La même ombre noire qu'avant émerge du corps du Minotaure et va droit au garçon, qui, en souriant, dit qu'il est temps pour la grande révélation. Les autres membres demandent ce qui se passe et ce que cela signifierait. Commençant l'explication, Masaka dit qu'il a une capacité unique qui lui permet d'extraire les ombres de ceux qu'il tue et de les utiliser comme ses subordonnés. Confuse, Orisa se demande pourquoi il a caché ça depuis le début. Sans répondre, le garçon dit qu'en tant qu'effet secondaire, il peut communiquer avec les créatures, et c'est là qu'il a appris qu'il avait été choisi comme chef. Ainsi, lorsqu'il a accepté la proposition, il a été correctement instruit et a découvert que la magie de ce noyau peut ouvrir une porte d'où émergeront des monstres invisibles initiant la première catastrophe appelée l'avant-garde de l'ombre noire. Qu'il aura comme chef, donc tout le monde là-bas doit lui obéir et devenir des ombres aussi. Incrédule, les 2 autres maîtres demandent si c'était le but de cette attaque depuis le début. Confirmant, Ren dit qu'il avait besoin de rassembler ceux qui avaient les bonnes capacités, et même si son plan était d'attendre une autre semaine, tout a changé à cause d'Orisa, qui a une capacité unique qui augmentera exponentiellement son pouvoir, étant bien mieux que de recruter un groupe de personnes. La fille se demande depuis quand le jeune homme prévoyait ça, et il dit depuis toujours, puis demande si elle ne trouvait pas étrange que sa mère ait un syndrome d'épuisement magique de stade 4 et qu'elle soit dans un grand hôpital. Misaka révèle qu'elle n'a fourni un soutien que parce qu'elle avait des arrière-pensées. La jeune femme dit que ça n'a pas de sens parce que lorsqu'elle a été recrutée, elle n'avait aucun talent. Cependant, le chef déclare que sa capacité lui permet de voir les capacités naturelles des subordonnés potentiels. C'est pourquoi il a toujours su qu'elle se réveillerait et il a attendu avec impatience le bon moment, créant même la guilde Eclipse pour rassembler ceux qui étaient dignes de devenir ses ombres. Pointant Miyanaga, il dit qu'elle est la candidate la plus appropriée, donc elle sera la première. Ito et Takahashi prennent les devants en disant qu'ils ne laisseront pas cela arriver, mais Ren active son pouvoir et ordonne aux 2 de s'incliner en attendant leur tour. Le duo est choqué de constater à quel point le jeune homme est puissant. Criant, la rousse prévient qu'elle va lancer un buff, mais soudain elle tombe à genoux sur le sol et réalise qu'elle n'a plus de pouvoir magique. Rapidement, elle en déduit que le chef a tout planifié pendant qu'il s'approche et se prépare à l'attaquer. Fermant les yeux, Orisa se demande si ce sera vraiment sa fin tout en suppliant quelqu'un de l'aider. Soudain, un coup est frappé, et au milieu des larmes, la jeune femme réalise qu'elle ne ressent pas de douleur. Mais en ouvrant les yeux, elle voit qu'elle a été sauvée par YQYK. Ce face-à-face avec l'ennemi affirme qu'il va résoudre la situation. L'espoir renaît dans les yeux de la rousse. Ren dit qu'il est surpris et demande pourquoi le jeune homme est là. Quand on lui demande s'il a vraiment besoin de cette réponse, il dit qu'il voudrait remercier, car c'est le garçon qui a sauvé Miyanaga à l'époque et a rendu tout cela possible. Mais, apparemment, il semble que le jeune homme ait toujours tout su en plus d'avoir un étrange pouvoir. Se souvenant du passé, le proto dit que c'est ce type qui a causé la première catastrophe, qui a coûté la vie à de nombreux éveillés. Étant le seul à le savoir, il affirme qu'il arrêtera le garçon à tout prix. Riant, Masaka dit que Shirazaki ne devrait pas avoir une si haute opinion de lui juste parce qu'il a réussi à arrêter une de ses attaques. Après tout, quelqu'un sans capacité unique ne peut pas l'arrêter, du moins pas sans d'autres éveillés de rang supérieur. En entendant cela, notre garçon se souvient d'avant la régression, quand un jour,
le chef s'est battu avec Kamashi qui n'a pas pu empêcher Oriza de mourir. Quand il a été réfuté, Ren a frappé le garçon. Alors que YYA ne pouvait que penser à la façon dont c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un mourir devant lui et a fini par décider de quitter cette guilde. Ainsi, quelques semaines plus tard, la première catastrophe s'est produite, et près de 30% des éveillés au Japon ont été assassinés jusqu'à ce qu'un éveillé de rang Betu Masaka, ce qui lui a fait réaliser qu'il n'aurait rien pu faire dès le début, déclenchant une vague de culpabilité qui l'a suivi pour toujours. Cependant, maintenant il a la chance d'empêcher la première catastrophe de se produire, et c'est pourquoi il n'a jamais révélé son pouvoir à personne et s'est concentré sur le fait de gagner assez de force. Même craignant que ce ne soit que son ego qui parle, le proto affirme qu'il se battra jusqu'à la fin. Disant qu'il n'a pas de temps à perdre, le chef de la guilde Eclipse décide de mettre sa dernière pièce en jeu. Ainsi, invoque un croc gris pour s'assurer que le jeune homme est immédiatement éliminé. Voyant le Minotaure et le loup géant chargés sur YYA, Oriza devient inquiète. Mais activant la capacité des ailes de flamme de son épée, notre garçon élimine les deux ombres en même temps, laissant Masaka complètement choqué. Tout comme tous ceux qui regardaient, quand on lui a demandé comment il avait autant de pouvoir, le protiste dit que son ennemi a fait une erreur, car il l'a traité d'insignifiant, ne sachant pas qu'il affrontait son pire adversaire. Le chef de la guilde Eclipse demande pourquoi le jeune homme pense cela, mais notre garçon dit simplement qu'il comprendra quand la bataille sera terminée. Riant, le garçon aux yeux rouges décide d'arrêter de poser des questions et de découvrir ce que le jeune homme cache après l'avoir tué et transformé en ombre. Voyant son ennemi venir vers lui, YYA en conclut que la capacité unique de celui-ci est liée à l'épée et qu'il ne peut contrôler que les ombres de ceux qu'il tue, c'est pourquoi le reste des éveillés sont encore en vie. En recevant le premier coup, notre garçon parvient à bloquer avec l'épée, décidant de contre-attaquer immédiatement pour ne pas laisser le temps à l'adversaire de se rétablir. Misaka montre qu'il est également rapide et, ainsi, les deux commencent à échanger des coups. Immobilisé par une ombre, Deshi n'arrive pas à croire que le jeune homme se défend réellement du chef de la guilde. Reculant un peu, le proto pense que, comme prévu, la bataille sera difficile pendant que son ennemi essaie de comprendre d'où il tire autant de pouvoir. Déterminé à s'assurer qu'Oriza ne retrouve pas son pouvoir magique, Ren décide de changer de tactique. Voyant apparaître plus d'ombres, Shirazaki demande si le garçon pense vraiment que cela fonctionnera. Le même dit que les ombres ne sont qu'une distraction. Mais après avoir failli recevoir un coup fatal, il découvre que le jeune homme peut gérer deux choses à la fois. Le proto porte un autre coup, jetant son adversaire au loin. Réfléchissant, Masaka en conclut que le problème est l'épée de YYA et qu'attaquer en utilisant les ombres est inutile. D'une manière plutôt cynique, il s'excuse d'avoir été impoli et dit que le garçon est en effet l'un d'eux, ce qui le rend éligible en tant que son premier subordonné. Quand on l'appelle un génie, notre garçon dit qu'en fait, il n'en est pas un. Car même en se battant pour atteindre ce titre à la fin, il n'a pas pu y arriver, ce qui signifie qu'il est juste une personne ordinaire. Ren demande de quoi parle le garçon. Expliquant, le protiste dit que c'est parce qu'il est une personne ordinaire qu'il vaincra un génie. Le duo commence encore une autre séquence de coups absurdes jusqu'à ce que le chef de la guilde réalise qu'il s'en sortira plus mal. Avec une profonde coupure dans la région de l'épaule, il se demande comment l'énergie de Shirazaki a changé de nulle part. Même semblant avoir un pouvoir illimité, n'ayant pas grand-chose à faire, Masaka décide d'utiliser son dernier recours, une compétence appelée purification de l'âme. Nous voyons que les ombres retenant les autres éveillés disparaissent une fois une telle compétence accorde temporairement une immense amélioration physique grâce au sacrifice de subordonnés. Déterminé à gagner la bataille, le garçon décide de sacrifier la plupart de ses ombres. Criant, il ordonne à YYA de se préparer à mourir ici et maintenant. Voyant le chef de la guilde chargé sur le jeune homme, ceux qui regardent craignent le pire. Montrant que ce ne sera pas si facile, notre garçon décide d'utiliser l'attribut d'amélioration de toutes les capacités, bloquant la frappe de l'ennemi juste à temps. Choqué, le gars aux cheveux blancs se demande comment il ne peut toujours pas gagner même après ce qu'il a fait. Les deux se préparent pour un autre affrontement pendant que le protiste déclare qu'il est temps d'en finir. Regardant la séquence de coups, Takahashi et Ito se demandent quel genre de bataille folle c'est, tandis qu'Oriza ne peut que s'inquiéter pour son ami. Poussant avec l'épée, le proto affirme qu'il gagnera car il a l'avantage. Masaka, essoufflé, dit qu'il est surpris, mais ne laissera toujours pas le jeune homme le surpasser, puis demande s'il va bien car son attention a été singulière. Regardant vers le bas, le proto réalise qu'une des ombres mord sa cheville, et changeant son mouvement, il anéantit la créature en souriant. Ren déclare qu'une telle ouverture dans une situation comme celle-là est fatale. Malgré tout, Shirazaki parvient à échapper au coup. Cependant, l'ennemi dit que ce n'est pas encore fini et charge à nouveau. Voyant que le jeune homme a créé une certaine distance, le chef de la guilde réalise qu'il recevra une contre-attaque en raison de l'ouverture qu'il a laissée, concluant rapidement que malgré tout, son attaque ne sera pas arrêtée. Nous découvrons que l'essence de son épée est l'incarnation de la mort, et cela change en fonction de l'image de l'utilisateur. Ainsi, les simples frappes sont absolues au point de défier la distance juste pour atteindre la cible.
Criant, Ren déclare que c'est la fin pour le garçon, mais quelque chose se produit. Notre garçon déclare qu'en fait, il n'a jamais eu de lien avec lui, et il n'y a pas de lien spécifique du destin qui les unit car son sens du devoir aurait pu être dénué de sens dès le début. Mais malgré tout, il a été poussé en avant par le regret et la culpabilité. Par conséquent, il voudrait s'excuser et révéler qu'il savait déjà que cela allait arriver. Avec du jus de fraise coulant de la blessure, Masaka admet sa défaite avant de tomber au sol. Avec de grands yeux, les spectateurs n'arrivent pas à croire que cela s'est produit et qu'ils sont maintenant en sécurité. Shirazaki lève les yeux, soulagé, tandis que l'ennemi encore vivant dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il a perdu. Le proto dit qu'il l'avait prévenu, tandis que le garçon, expulsant ses fluides, affirme qu'il était en effet son pire ennemi. Épuisé, notre garçon tombe également à genoux alors que l'effet d'amélioration de toutes les capacités commence à s'estomper, ce qui signifie qu'il devra être prudent la prochaine fois qu'il utilisera cela. Courant, Arisa s'approche. Pour voir si le jeune homme va bien, après avoir reçu de l'aide pour se tenir debout, le proto remercie. Mais la fille dit que c'est elle qui devrait remercier, puis déclarant qu'elle a enfin compris qu'elle ne rêvait pas quand elle a été sauvée la dernière fois. Parce que le garçon a risqué sa vie une fois de plus, Miyanaga exprime les remerciements les plus sincères de sa vie au nom de tous. Cela fait se souvenir notre garçon de ce que sa sœur a demandé avant de mourir dans son autre vie. Pensant, il dit qu'il a finalement réussi à réaliser le souhait de Kana. Puis le garçon remercie Arisa, mais avant qu'il ne puisse expliquer pourquoi, il est interrompu par les autres éveillés qui ont décidé de se joindre à la conversation et de dire à quel point il est incroyable. Se retournant, Takahashi demande ce qu'ils vont faire de Masaka. Notre garçon dit que la bonne chose à faire est de livrer le garçon à la division spéciale de l'association, car ceux qui cherchent à nuire aux autres doivent faire face à des représailles, même en sachant que les gens seront contrariés que Ren n'ait pas été exécuté. YY a conclu que sa capacité pourrait être utile pour découvrir les mystères du donjon à l'avenir. Puis il décide de s'occuper du noyau de ce donjon. Arisa dit que le chef avait mentionné que cet objet déchaînerait un essaim de monstres sur la Terre. Le proto dit que c'est vrai, mais maintenant ils ont juste besoin de détruire le noyau avant qu'il n'atteigne sa pleine charge. Lorsque la sphère se brise, plusieurs ombres noires enveloppent le corps du jeune homme qui, confus au milieu de l'obscurité, demande où il est. Même incapable de décrire la sensation, il dit qu'elle lui est familière. Soudain, une autre sphère noire apparaît devant ses yeux, mais le proto finit par se réveiller de sa rêverie lorsqu'il est appelé par Miyanaga. Mentant, il dit que tout ira bien. Tout en se demandant ce que c'était, nous voyons qu'après que le groupe ait quitté le donjon, Ren a été remis à l'association, et en raison de l'épuisement, tout le monde a été renvoyé. Excité, la fille aux cheveux roux dit qu'ils devraient rentrer chez eux. Acceptant, notre garçon décide de l'accompagner, et ainsi les deux partent. Pendant ce temps, dans une certaine nation, à l'intérieur d'un donjon de rang S, une fille aux longs cheveux blonds observe une créature qu'elle a vaincue. Et en regardant les constellations, elle se rend compte que l'une des étoiles maléfiques a disparu, ce qui signifie que quelqu'un a pu modifier l'avenir. Nous découvrons que son nom est Azakurarion, et elle est une éveillée de rang S, niveau 236, qui détient la deuxième place du classement national. Quelques jours après l'opération à grande échelle dans la chambre d'hôpital de Kana, Shirazaki dit que sa sœur doit juste tenir jusqu'au lendemain. Puis il dit qu'il partira, mais qu'il reviendra demain la chercher. Souriant, la fille remercie son frère aîné. À l'étage inférieur de l'hôpital, le proto rencontre Orisa, qui dit qu'elle est allée vérifier comment allait sa mère. Nous découvrons qu'en revenant, le duo a eu la chance de mieux se connaître, et la fille a parlé de sa mère et de sa capacité. En découvrant que ce n'est pas seulement sa sœur qui a la maladie, notre garçon conclut qu'il doit obtenir le remède dès que possible. Sortant de sa rêverie, il dit à la jeune femme qu'il est temps d'aller à l'association. Regardant par la fenêtre, Kana se demande qui est la fille à côté de son frère, mais soudain une infirmière apparaît et lui dit de se reposer. Allongée sur le lit, la jeune femme déclare qu'elle interrogera YY le lendemain. Elle se retourne en entendant les nouvelles concernant l'attaque du donjon impliquant Masaka et découvre que l'éveillé qui a contribué à la résolution de l'incident a pris la place des garçons dans le classement national. Nous sommes emmenés au siège de l'association où Suzuki du département des affaires générales s'excuse d'avoir appelé le duo à la dernière minute. Orisa et Shirazaki disent que ce n'est pas un problème, puis ils ont répondu à plusieurs questions sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ren est resté silencieux depuis qu'il a repris conscience. Pensant, le proto se demande si cela signifie qu'il ne pourra pas obtenir plus d'informations de sitôt. Curieuse, la fille aux cheveux roux demande de quoi l'homme aimerait discuter individuellement. Allant droit au but, Suzuki parle du fait que la guilde Eclipse a été dissoute et que Masaka a été retiré du classement national. Nous découvrons que ceux qui se trouvent dans le top 100 sont appelés des classeurs. Confus, le proto demande ce que cela a à voir avec lui, et l'homme révèle que la position 86 sera désormais occupée par le jeune homme. L'information laisse le duo sous le choc. Souriant, Orisa dit que c'est incroyable. Lorsqu'on lui demande si c'est vraiment correct, le type à lunettes confirme et dit qu'en plus de ses capacités prouvées, les maîtres de la fierté des guerriers et des grandes guildes de mages l'ont recommandé,
pensant que notre garçon dit que c'est la première fois qu'il est officiellement reconnu de cette façon. Continuant, Suzuki dit que plusieurs guildes ont envoyé des invitations à Myonaga. Rapidement, YYA se rend compte que la capacité unique de la jeune femme est en effet exceptionnelle. La fille demande si elle peut y réfléchir un peu, ce qui le surprend. Avec la fin de la réunion, les deux quittent la pièce soulagés et heureux. Souriant, Oriza félicite son ami d'être devenu un classeur. Le proto la remercie et dit qu'en fait, il a juste de la chance. La jeune femme n'est pas d'accord et dit qu'elle a quelque chose qu'elle aimerait demander. Soudain, quelqu'un qui crie attire l'attention du duo. À la réception, un type leur ordonne de lui amener la personne qui aurait vaincu Misaka. En entendant son nom être mentionné, Shirazaki se retourne et se retrouve face à face avec Gakuto Shimura, 87e place du classement national. Le type demande si le jeune homme est la personne qu'il recherche, et avec confirmation, il déclare qu'il a volé sa place lorsqu'il a pris la position de Masaka. Alors qu'il prévoyait de combattre le garçon furieux, le classeur dit également que le proto a dû utiliser des astuces pour accomplir un tel exploit, et c'est pourquoi il le défiera en duel pour le 86e rang. Notre garçon se rend compte que la situation est compliquée, mais il n'est pas obligé d'accepter cela. Cependant, sachant que plus de gens douteront de ses capacités à l'avenir, il serait bon de saisir l'occasion de montrer sa puissance. S'approchant, il dit qu'il accepte le défi. 10 minutes plus tard, dans le terrain d'entraînement à l'intérieur du siège de l'association, YYA se souvient que son pouvoir magique n'est toujours pas à 100% car il n'a combattu aucun monstre. Souriant, Gakuto dit qu'il est bon de voir que le garçon s'est enfui en pensant qu'il ne détient cette position que parce qu'il s'est battu en groupe selon les rumeurs et qu'il est du devoir d'un vieil homme de corriger l'erreur d'un novice. Dans le public, tout le monde est convaincu que la victoire appartiendra à Shimura. L'annonceur déclare que les conditions de victoire sont l'incapacité ou la reddition car tuer est interdit. Commençant juste après le début du duel, chargeant à l'attaque, le type à la hache affirme qu'il exposera qui est vraiment le proto. Utilisant son épée, Shirazaki parvient à bloquer l'attaque. Criant, l'ennemi lui ordonne d'arrêter de penser qu'il peut le vaincre avec ce niveau de compétence. Les spectateurs commentent que, comme on pouvait s'y attendre de la part du garçon aux cheveux courts, l'adversaire est complètement sur la défensive. Inquiète, Oriza dit que quelque chose ne va pas car pendant le combat contre Masaka, son ami était beaucoup plus fort. L'analyse terminée, notre garçon dit qu'il réalisera le souhait de son adversaire et qu'il cessera de se retenir. Après avoir reçu un coup, Gakuto essaie de comprendre ce qui a changé car de nulle part, le garçon est devenu plus précis. Le proto dit que ce n'est pas encore fini et reprend la livraison de multiples attaques successives au point de repousser considérablement le garçon. Les fans du classeur demandent pourquoi cela se produit. Alors que Miyanaga conclut que la compétence de YYA est si incroyable qu'elle neutralise les différences de niveau même contre les classements. Shimura se demande si le jeune homme se retenait auparavant. Confirmant, le proto dit que s'il l'avait vaincu rapidement, les spectateurs n'auraient pas compris ce qui s'était passé. C'est pourquoi il a pris le temps d'évaluer à quel point il devait se retenir. Furieux d'être sous-estimé, le classeur dit qu'il n'avait pas l'intention de faire ça, mais maintenant il va tuer Shirazaki. À l'extérieur du terrain d'entraînement, une fille avec un béret entend parler de la bataille de classement. Activant sa capacité appelée coup de brèche écarlate, Gakuto porte un coup mortel qui fissure le sol près des tribunes. Pensant, notre garçon dit que cette capacité confère à l'utilisateur une immense force physique et améliore les capacités de la hache. Intrigué, il se demande si tuer dans ce type de bataille n'était pas interdit. S'en fichant, le garçon dit que si le gamin a peur de mourir, il devrait se rendre bientôt, puis affirmant qu'en fait, il ne lui en laissera pas la chance. Se défendant contre les coups, le proto dit que peu importe la force de son adversaire. S'il fait une erreur, tout devient inutile. Analysant la situation, le classeur conclut qu'il devra briser l'épée du jeune homme pour que la défense devienne impossible. Ainsi, il augmente la puissance de sa capacité dans le but de frapper l'arme. Nous voyons que la lame ne se brise pas, mais avec l'impact, Shirazaki finit par perdre son épée, et désarmé décide d'utiliser ses poings pour envoyer l'adversaire voler. Tout le monde est choqué de voir Shimura se faire frapper. En voyant le jeune homme récupérer son épée, l'ennemi réalise qu'il a une capacité de stockage. Confirmant, le proto dit que le combat se termine là, donc la rancune doit choisir de se rendre ou de mourir. Inquiet, le garçon essaie de décider quoi faire, puis affirmant que ce n'est pas juste. Parce que là-bas, faire ça contre des monstres entraîne la mort, donc il devrait recommencer le duel. Les spectateurs commentent que c'est l'excuse la plus stupide qu'ils aient jamais entendue, sachant que l'utilisation d'une arme peut gravement blesser son adversaire. YYA suggère qu'il se batte à main nue. Se sentant victorieux, Shimura accepte et dit qu'il fera regretter ce choix au garçon. Affirmant que le garçon est très lent, le proto, en un seul mouvement, le jette au sol, leur demandant si c'est tout ce qu'il a. Se relevant et chargeant à nouveau, le rancœur dit que ce n'est pas encore fini. Tout en pensant à la façon dont le protagoniste est capable de lire tous ses mouvements, nous découvrons que dans sa première vie, Shirazaki s'est concentré sur l'apprentissage des compétences d'amélioration en raison de son manque de talent. C'est pourquoi, en matière de combat réel,
avec ou sans épée, il a l'avantage. Regardant le combat, la mystérieuse fille d'avant est surprise par le mouvement de notre garçon. Déterminé à garder intacte sa fierté de rancœur, Gakuto décide de tout donner et, ne se souciant pas des règles, récupère sa hache pour porter un coup fatal. Le proto invoque à nouveau son épée, bloquant avec succès la hache avant de saisir le poignard de menthe et de frapper son adversaire au cou. Immédiatement, le garçon tombe au sol, affirmant qu'il est impossible qu'il ait perdu. YY arrange le couteau et regarde la foule, qui l'applaudit sans arrêt. L'annonceur déclare le jeune homme vainqueur, et Oriza est la première à courir à sa rencontre. Recevant de nombreux compliments, le proto dit que Shimura n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce type de combat. Comme il n'était habitué qu'à combattre des monstres, soudain, un duo s'approche, laissant tout le monde en état de choc. Voici Tennoji Taiga, qui occupe la 82e place du classement national, et Asakura riant. Notre garçon se souvient immédiatement du moment où la fille a demandé pourquoi il se battait si fort même si cela lui coûtait tout. Dans le moment présent, la jeune femme se présente et dit qu'elle a quelque chose dont elle aimerait discuter avec le garçon. Le quatuor se rend dans un endroit plus privé, et Arisa essaie de se concentrer pour éviter de paniquer puisqu'elle a également été invitée à la réunion. Asakura se présente à nouveau, mais YYA et Miyanaga disent qu'ils la connaissent. Pensant, le protagoniste dit que c'est la jeune femme qui a vaincu Misaka dans sa vie passée, étant considérée comme la plus forte éveillée du pays. Mais il découvre rapidement que dans ce monde, la fille occupe la 2e place du classement. Le rancœur s'excuse de décevoir le jeune homme avec cette information. Confus, notre garçon se demande ce qui se passe. Mais interrompant sa rêverie, la jeune femme blonde va droit au but et dit qu'elle aimerait le remercier car c'est elle qui aurait dû s'occuper de Ren. Arisa demande si Ryan savait que le garçon prévoyait. Confirmant, la jeune femme se prépare à révéler quelque chose même si Tennoji est contre. Après un claquement de doigts, une carte de constellation apparaît devant tout le monde. Expliquant, la rancune déclare que sa capacité lui permet de prévoir les catastrophes futures. Mais comme ce n'est pas un système parfait, il n'est pas toujours possible de déterminer le moment exact ou l'échelle. C'est pourquoi elle aimerait remercier le garçon d'avoir empêché le pire de se produire à sa place. Le gars aux cheveux bruns et roux dit que son allié n'a pas besoin de s'incliner, mais elle n'est pas d'accord et dit que c'est nécessaire. Shirazaki demande à la jeune femme de relever la tête et déclare qu'elle n'a fait que ce qu'elle avait à faire. Malgré cela, Asakura dit qu'elle aimerait offrir quelque chose en retour. Étant très direct, le protagoniste dit qu'il envisage de créer une guilde et aimerait savoir si Starry Skygrove pourrait être un sponsor. Il est révélé que pour créer une organisation, il est nécessaire, en plus des réalisations personnelles, la recommandation d'une guilde déjà établie. C'est pourquoi il n'y a pas de meilleur choix que le groupe dont la jeune femme est le chef. Déclarant qu'elle fait confiance au garçon, le rancœur accepte d'en faire partie même si elle pensait le recruter pour sa guilde. Mais maintenant, il doit rassembler les membres nécessaires et l'en informer. Irrité, Taiga dit qu'il n'a toujours pas reconnu le jeune homme car il est trop arrogant et a fait baisser la tête à Ryan. Voyant le garçon partir, Oriza demande de quoi il s'agissait, mais notre garçon dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Quittant le bâtiment, la jeune femme demande s'il est vrai qu'il veut créer une guilde, il confirme, car les catastrophes futures ne seront pas simples et des alliés talentueux seront nécessaires pour les combattre. Sortant de ses pensées, YYA décide d'inviter Miyanaga à faire partie de son groupe. Mais soudain, le duo est interrompu par Noah, qui, après avoir salué, commence à s'approcher. La fille s'excuse d'interrompre la conversation, tandis que le protagoniste réfléchit à un moyen de rendre la situation moins compliquée. Après avoir tout expliqué, il présente les jeunes femmes, et tout redevient calme. Oshikawa dit qu'elle a entendu les nouvelles concernant la guilde Eclipse et a été surprise quand elle a entendu le nom du garçon. Se souvenant que l'épéiste et son groupe l'ont aidé dans le passé, Shirazaki remercie, avant de revenir parler à Arisa de la guilde qu'elle va créer. Un peu surprise par l'invitation, la jeune femme dit qu'elle serait très heureuse de se battre à nouveau à ses côtés. Par conséquent, elle accepte de faire partie de la guilde les yeux fermés. Noah regarde les deux et essaie de repousser les pensées que quelque chose de plus se passe là. Ensuite, elle demande si le groupe des garçons a encore une place car elle a toujours voulu faire partie d'une guilde. Pensant à tout ce qu'il a fait, le protagoniste pense qu'il fait confiance à l'épéiste et à ses capacités, puis affirmant à voix haute qu'elle peut en effet faire partie de l'équipe. Miyanaga dit qu'elle a hâte de travailler avec la fille, et rapidement les deux deviennent amis. Shirazaki conclut que maintenant, ils ont juste besoin d'une personne de plus pour enregistrer officiellement la guilde. Soudain, une alerte d'urgence commence à retentir dans tout le bâtiment. Comme une percée de porte a été détectée dans un donjon de rang B, les éveillés doivent se préparer immédiatement aux contre-mesures. Il est révélé qu'une percée de porte est un phénomène où la quantité de puissance magique à l'intérieur d'un donjon se développe en raison de causes inconnues. Et pour le résoudre, il est nécessaire de vaincre le boss et de briser le noyau avant l'effondrement complet. Asakura réapparaît, laissant le trio surpris. YYA demande ce qui se passe, et la jeune femme dit qu'en plus de la percée de porte annoncée, d'autres percées ont été confirmées dans 2 donjons de rang C.
Notre garçon pense que c'est sans précédent car rien de tel ne s'est produit même dans sa vie passée, ce qui signifie que quelque chose a changé parce que la première catastrophe a été empêchée. Ryan dit qu'il s'occupera du donjon de Rambé et aimerait que le jeune homme dirige l'un des donjons de Rancé. Décidant de découvrir les raisons de cela plus tard, le proto affirme qu'il comprend. Tanoji dit qu'il n'acceptera pas que la fille laisse un novice gérer une mission comme celle-là. Disant qu'elle comprend, la rancune déclare que, dans ce cas, le garçon rejoindra l'équipe et se battra sous le commandement de Shirazaki. Après tout, elle est capable de gérer le donjon seule, et c'est une bonne occasion pour lui de voir si le jeune homme est vraiment digne de confiance. Le proto demande qui s'occupera de l'autre donjon, et nous voyons que la responsable sera cette mystérieuse fille portant un béret. Avec cela établi, le groupe se prépare à partir. Voyant le jeune homme partir, Orisa et Noah affirment qu'elles vont l'accompagner. Notre garçon demande quel est leur niveau. Et en apprenant que la fille aux cheveux roux est de niveau 31 et la jeune blonde de niveau 35, il conclut que la meilleure option serait de refuser. Mais comme le niveau requis pour nettoyer un donjon de Rancé est de 35, il décide de laisser le duo le suivre. Quelque temps plus tard, le quatuor arrive à destination, et YYA décide d'abord de s'occuper des monstres qui sont déjà à l'extérieur. Aux côtés de Tenoji, il frappe coup après coup les ennemis. Et quand Noah lui demande quand il est devenu si fort, il choisit de l'ignorer et d'entrer. On découvre que le donjon s'appelle Yori Sekutsu et est connu comme la grotte sacrée de l'esprit de glace. À l'intérieur, la rancune et le méca rouge demandent s'il n'aurait pas dû décider quoi faire avant d'entrer. Le proto dit que normalement, ce serait correct, mais il n'en a pas besoin. À cause de sa capacité akashique record, le trio est perplexe quant à savoir pourquoi il est immobile jusqu'à ce que d'autres personnes attirent leur attention. Ce sont des éveillés de Rancé envoyés par Asakura. Tenoji dit que le chef est Shirazaki. Se retournant, notre garçon déclare qu'il va expliquer le plan. Ainsi, nous apprenons que lui, Taiga, Noah et Miyanaga seront responsables de la subjugation du boss, tandis que les autres doivent rester là et retenir les démons. En désaccord, l'allié de Ryan dit que pour affronter le boss, des éveillés de Rambé seraient nécessaires. Contrairement à lui, les deux filles disent que c'est une perte de temps de douter du plan du proto. Cela laisse le ranger stupéfait d'une telle confiance en un novice. N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, il dit que cette fois, il obéira. Entendant qu'il sera responsable si quelque chose tourne mal, YY a dit que ça va, et ainsi le quatuor avance. Pensant, Tenoji dit que même s'il est irrité, il commence à faire confiance au garçon. Mais quelque temps plus tard, il le regrette quand le chemin choisi par lui mène à une impasse. Le protiste dit qu'en fait, c'était le chemin le plus court. Soudain, un iceberg jaillit du sol étant la carapace glacée d'un crabe géant de Rambé. Analysant la pression magique de l'ennemi, le garçon aux cheveux bruns conclut qu'elle est assez forte, tandis que Shirazaki pense qu'il a besoin d'un objet de cet endroit avant d'affronter le boss. Se retournant, il demande au duo de filles de gérer le monstre seul. Nous sommes emmenés à l'infirmerie du quartier général de l'association où Gakuto se réveille enfin après avoir été frappé. Rapidement, il se souvient de comment il a fini là. Et criant, le garçon demande à l'infirmière où est YYA. Mais en découvrant ce qui se passe, il conclut qu'en plus de tout, le jeune homme essaie de voler ses réalisations. Par conséquent, il saisira l'occasion d'attaquer quand il sera vulnérable et montrera que le sous-estimé coûte cher. Sur le champ de bataille, Arisa demande à Shirazaki s'il est sûr de ça. Confirmant, il dit qu'il donnera toutes les instructions pour qu'il n'ait pas de problème. Noah choisit de croire à nouveau au jeune homme et demande ce qu'elle doit faire. Expliquant, il dit que l'arme du monstre est sa griffe acérée et sa puissance défensive est sa carapace. Puisque la créature n'est pas très rapide, il devrait garder une certaine distance pour neutraliser les pinces et utiliser le feu pour que les attaques puissent passer plus facilement à travers la carapace. Après toute l'explication, Tenoji dit qu'il est temps. Oshikawa s'approche et commence à frapper avec son épée, tandis qu'Arisa garde ses distances. Notre garçon dit à la rancune de ne pas interférer car cela entraînera la division des points d'expérience, révélant que son plan pour vaincre le boss comprend le fait de rendre les deux filles plus fortes. Remarquant l'attention du garçon, il dit qu'il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Avec son épée en feu, la jeune blonde avertit qu'elle est prête. Ensuite, la fille aux cheveux roux donne également son accord et, ainsi, les deux se préparent à attaquer ensemble en utilisant leurs capacités uniques. Des flammes éclatent partout et entourent le crabe, ce qui fait que toute son armure commence simplement à fondre. Avec la victoire, Noah atteint le niveau 42, tandis qu'Orisa atteint le 31. Perplexe, Tenoji se demande comment YYA a pu prédire que cela se produirait. Oshikawa reçoit en récompense le bracelet de souhait, qui augmente la puissance magique de l'utilisateur lorsqu'il est activé. S'approchant, le proto dit que les préparatifs sont maintenant terminés, ce qui signifie qu'il est temps d'aller dans la salle du boss. En chemin, le quatuor affronte quelques créatures de plus et discute d'autres stratégies jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la grande porte de glace. À l'intérieur, Noah se demande pourquoi la pièce est vide. Cependant, Shirazaki dit que l'ennemi est au plafond. Levant les yeux, tout le monde voit la reine hydre fantôme de Rambé. Tenoji dit que si tout se passe comme prévu, ils gagneront facilement.
Saisissant son épée, notre garçon regarde l'ennemi approcher et se positionne rapidement. Puis lui et Taiga font le premier pas. Entendant son nom, la rancune dit qu'il comprend ce qu'il doit faire et, après avoir identifié la cible, active sa compétence appelée Niol Socanton. Donc, avant de lancer sa lance sur la sphère rose. À sa surprise, il ne se passe rien, et nous découvrons que l'une des caractéristiques de cette créature est que son tronc peut absorber les impacts physiques. Allant de l'avant, Shirazaki dit que ça va parce que même si aucun dommage n'a été causé, le coup a attiré l'attention de l'ennemi. D'un seul coup, il a coupé plusieurs tentacules de l'hydre. Le problème est qu'elle se régénère rapidement, l'avantage étant que le processus consomme du mana. D'un simple coup d'œil, Noah et Oriza comprennent que c'est à leur tour d'attaquer. La Spadassin est la première et, utilisant sa compétence, lance des flammes vers l'ennemi. Souriant, le protiste dit que le résultat était meilleur que prévu. Maintenant, ils ont juste besoin de combiner le talent de chacun. Pour infliger suffisamment de dégâts, lorsqu'on lui demande, Oshikawa dit que la durabilité du bracelet est à 78. Avec le schéma découvert, YY a dit qu'il est temps de continuer. Ainsi, le quatuor attaque à tour de rôle. Pensant, Taiga dit qu'il ne comprend pas comment tout se passe si bien grâce au plan du jeune homme. La Spadassin déchaîne sa frappe de foudre violette, ne laissant qu'un cristal sur la couronne de l'hydre. Avec ce coup, le bracelet de souhait finit par se casser. Le proto dit que la limite de durabilité a été atteinte et, lorsqu'il découvre que Noah peut faire une attaque de plus tandis qu'Oriza n'en a plus qu'une. Déclarant que le soutien de l'objet n'est plus nécessaire, Shirazaki leur ordonne de porter un coup final. Le duo dit qu'il comprend et se positionne face à face avec l'ennemi. Ainsi, après une attaque de plus, la créature commence à se transformer et prend la forme de l'impératrice illusoire de l'esprit de l'eau. Étonné et ne comprenant rien, Tanoji se demande comment c'est possible. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.